Contes et légendes du Japon, épisode 3, Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi est né au printemps 1584 dans le village de Miyamoto, dans le district de Yoshino, dans la province de Mimisaka, au Japon. Sa mère, fille d'un petit chef de guerre local, meurt en lui donnant naissance. Son père, Muni, était un guerrier du clan Shiman, un expert des arts de la guerre. Il était particulièrement doué pour le jujitsu, le maniement de l'épée et l'utilisation du jita. Alors dans sa 30e année, Muni est invité par le shogun, à Kyoto, pour se battre en duel contre un autre guerrier de grande renommée. Muni vint à bout de son adversaire 2 fois lors des 3 affrontements organisés. La victoire établie, le père de Musashi obtint le titre de Heihochu, sans égal, faisant de lui l'une des lames les plus réputées du Japon. Dès son retour à la maison, Muni est déterminé à enseigner à son fils tout ce qu'il sait sur l'art de combattre. Bon sang ne saurait mentir, le jeune Musashi se révèle naturellement doué un sabre à la main. Malheureusement, son caractère et son tempérament volcanique le poussent à rejeter l'autorité de son père. Alors que tout le monde traitait Muni avec le plus grand des respects, Musashi, fatigué par la discipline militaire qu'il se voit imposer, ne vivait que pour le pousser dans ses derniers retranchements. Un jour, alors qu'il s'entraîne depuis de longues heures, Musashi refuse de se plier aux directives, aux grandes dames de son père qui lui intiment de poursuivre. Âgé de 7 ans, le jeune épéiste se montre si odieux que Muni, alors en train de se tailler un cure-dent, ne peut plus contenir sa colère et lui lance son couteau. Musashi le dévie d'un simple coup de sabre et toise son père d'un regard de défi. Hors de lui, Muni se saisit de la première lame à portée et la jette de toutes ses forces vers son fils. Musashi, conscient qu'il ne pourra parer ce jet bien trop puissant, se contente de l'esquiver avec grâce d'une simple roulade sur le côté. Il se relève, époussette son habit et explose de rire en pointant son père du doigt. C'en est trop pour celui qui porte le titre de sans égal. Musashi est renié et mis à la porte. Seul, mais pas désemparé, le petit garçon est plus soulagé par la situation que paniqué à vrai dire. Qu'à cela ne tienne, puisqu'on ne veut plus de lui ici, il prendra la route. Son père lui a souvent parlé d'un oncle, un grand guerrier, ayant déposé les armes pour se faire moine dans le petit village d'Irafuku. C'est donc là qu'il ira. Musashi traverse le col de Kamasaka et après quelques heures de marche, arrive en vue du petit village d'Irafuku. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver son oncle Dorin, qui était un sage renommé. Le moine l'accueillit à bras ouverts dans son petit temple bouddhiste et prit en charge son éducation. Pendant les années qui suivirent, Musashi apprit à lire, écrire, ainsi qu'à méditer et à développer sa spiritualité. Bien que son tempérament de feu se soit apaisé, grâce à cette nouvelle forme d'éducation, la passion pour l'art du combat du jeune Musashi reste la même. Régulièrement, il écourte les séances de méditation obligatoires pour aller passer des heures dans la forêt. Là, seul et dans le silence, il s'entraîne inlassablement, livrant des batailles contre des ennemis imaginaires, perfectionnant ses mouvements et luttant contre des pins au tronc impénétrable. Dans le silence et la solitude de la forêt, il se sent bien. Libéré de ce père omniprésent, le petit Musashi commence à construire sa légende sur les bases inculquées par celui qui, à l'époque, était encore sans égal. Les années passent et la lame de Musashi entaille de plus en plus profondément le tronc des pins victimes de ses assauts. Nous retrouvons le jeune guerrier quelques années plus tard. Il est alors âgé de 13 ans quand un guerrier itinérant du nom d'Arima Kihei vient planter un étrange panneau au bord de la rivière Sayo qui coule le long du village. Dessus, un message simple. Arima affrontera tous les guerriers volontaires le lendemain à cet endroit même, dès lors qu'ils inscrivent leur nom sur le panneau. Musashi, toujours aussi impétueux et fatigué de combattre des conifères certes endurants mais avec peu de répondants, n'hésite pas une seconde et inscrit son nom tout en haut de la liste. Il sera le premier à passer, malgré toutes les suppliques de son oncle. Le lendemain, Musashi était au rendez-vous. Mais à sa vue, Kihei ne put s'empêcher d'éclater de rire. « Tu veux mourir, gamin ? Tu n'es pas sérieux. Allez, rentre chez toi et laisse les véritables guerriers s'affronter. Tu me fais perdre mon temps. »
Musashi ne bougea pas d'un centimètre. Impassible, simplement armé d'un long bâton taillé dans l'un de ses pins, il attend. « Tu ne comptes pas rentrer, pas vrai ? Si t'as envie de prendre une bonne correction, c'est toi qui vois, hein. Mais compte pas sur moi pour me retenir, » poursuivit Kihei dans un dernier éclat de rire. Sans prévenir, Musashi chargea alors l'épéiste qui reçut un terrible coup de bâton à la naissance du cou avant même d'avoir pu sortir son sabre. Le souffle coupé, il mit un genou à terre. Tentant de reprendre ses esprits, il eut juste le temps de lever les yeux pour voir le second coup arriver. Une frappe directe d'une violence inouïe en plein front. Kihei s'écroula, mort. Musashi essuya son arme de fortune, s'inclina respectueusement devant la dépouille de son infortuné adversaire et reprit le chemin du temple sous le regard hagard des témoins. À tout juste 13 ans, il tenait sa première victoire en duel. 3 ans plus tard, Hirafuku est devenu trop petit pour les ambitions du jeune homme. Il étreint son oncle et se lance à la conquête du monde. Sa route le mène jusqu'à Nakatsu. Là, il retrouve, non sans surprise, son père à la tête de l'armée du seigneur local. Muni lui explique qu'il part en campagne pour soumettre l'île de Kyushu. Quoi de mieux que de véritables batailles rangées pour parfaire ses techniques, se dit Musashi. Sans plus d'hésitation, il s'enrôle comme simple soldat dans l'armée de son père. Ce sera son premier vrai contact avec la guerre. À la fin du conflit, Musashi était plus aguerri et les territoires du seigneur agrandis de 2 provinces, un véritable succès militaire. Mais ce n'était toujours pas assez pour le jeune épéiste. Ici, abattre l'ennemi est la base de la stratégie. Aucune subtilité supplémentaire n'est véritablement nécessaire, écrira-t-il des années plus tard dans ses mémoires. Musashi aspira plus. Pour lui, le maniement des armes est un art, et pour le perfectionner, il n'existe qu'une seule technique, se confronter à des maîtres en la matière. Musashi n'était pas du genre à penser petit. Il savait que s'il voulait se tailler une solide réputation, il lui fallait affronter les meilleurs. Alors à l'aube, il rassembla ses affaires et sans dire un mot à son père, prit la route pour Kyoto. Pourquoi Kyoto ? Pour le clan Yoshioka, le plus prestigieux clan d'épéistes de tout le royaume. Musashi savait que s'il parvenait à vaincre ne serait-ce qu'un membre de ce clan, sa route pour devenir un maître reconnu serait toute tracée. Il embarqua à bord d'un petit navire marchand et prit la mer jusqu'au port de Sakaki. De là, il se rendit à pied jusqu'à Kyoto et se mit en quête de la célèbre école Yoshioka. Une fois sur place, sans plus de cérémonie, Musashi frappe à la porte du clan, pénètre dans le grand hall et lance son défi à quiconque voudra bien le relever. Le silence se fait face à tant d'impudence. Quand soudain, une voix se fit entendre. Le terrain du temple de Rendai, demain, à l'aube. C'était la voix de Seijuro, le meilleur épéiste du clan Yoshioka. Le défi était relevé, Musashi avait son duel. Le lendemain, Musashi est en retard. Seijuro s'impatiente et perd son sang-froid, vociférant que jamais il n'aurait dû accepter le défi d'un simple vagabond, indigne de mourir au fil de son épée. Quand Musashi arrive enfin, il a le sourire. Il salue son adversaire qui tremble de rage et dégaine son bokken, un simple sabre d'entraînement en bois. Seijuro n'en revient pas. Insulté par un tel manque de respect, il se rue sur l'effronté. Musashi s'écarte d'un pas, esquive son adversaire et lui assène un coup unique derrière la nuque. La lutte est finie, l'illustre Seijuro du clan Yoshioka n'est plus. Le frère de Seijuro, Denshishiro, n'en revient pas. Comment un simple parvenu du Sud pouvait avoir vaincu son frère, et de la sorte qui plus est ? Il lui fallait laver son honneur. Alors que Musashi était déjà en train de repartir comme si de rien n'était, Denshishiro exige un duel immédiat. Musashi accepte, mais cette fois-ci, il ne prend même pas la peine de dégainer son bokken. Une nouvelle fois, son adversaire le charge. Musashi esquive une pluie d'attaques tout en reculant et en entraînant son adversaire dans une charge en avant. Soudainement, Musashi recule d'un pas plus long, ce qui force Denshishiro à augmenter son allonge. L'assaillant, emporté par son coup, bascule vers l'avant déséquilibré. Musashi en profite. Expert en jujitsu grâce à l'enseignement de son père, il saisit les poignets de son adversaire et d'une simple pression, le prive d'abord de son arme, puis de sa tête.
Le clan Yoshioka est maintenant battu par 2 fois en quelques minutes. La réputation de Musashi est assurée, il décide de rentrer à l'auberge. Alors que son sac était prêt et qu'il s'apprêtait à reprendre la route, Musashi reçut une missive. Le clan demande réparation. Un nouveau duel est lancé, par le fils de Genshishiro, Matashishiro. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain à 10h, dans un petit bois proche de l'auberge. Musashi repose son sac et se met à réfléchir. Pourquoi risquer à nouveau l'humiliation ? Le jeune fils ne peut être meilleur que les 2 maîtres. Pour lui, c'est évident, c'est un piège. Mais qu'importe. Le lendemain, il se réveille de bonne heure et décide de se rendre au lieu de rendez-vous en avance. Grand bien lui en a pris. À son arrivée, c'est une centaine d'étudiants du clan Yoshioka qui sont en train de se mettre en place sous les ordres de Matashishiro. Tous sont armés. Cette fois-ci, Musashi tire son véritable sabre, en plus de son bokken, et sans sourciller, charge le fils de son ancien adversaire. L'attaque est aussi fulgurante qu'inattendue. Matashishiro est mort. La centaine d'élèves, une fois la stupeur passée, se ressaisissent et encerclent Musashi, lui intimant de se rendre. Persuadés qu'ils sont bien plus forts en discours qu'en combat, il les toise, les mettant en joue avec son arme. « Bon, lequel d'entre vous désire se présenter ?» dit-il. Musashi était sûr de lui. La plupart se tenaient prêts, sabre au clair, relevant le défi. En un clin d'œil, Musashi, pareil à un coq de combat, était sur l'un d'eux. Il y eut un bruit, comme celui d'un bouchon qui saute, et le sol devint rouge. Puis ce ne fut pas un cri de guerre, ni un juron, mais un hurlement à vous glacer le sang qui retentit. Le sabre de Musashi sifflait dans l'air. Un écho dans son propre corps l'avertissait quand il rencontrait un os humain. Sa lame faisait gicler sang, cervelle, des doigts, des bras volaient partout. Au tout début, les élèves faisaient assez bonne figure, persuadés que la loi du nombre prévaudrait. Mais pourtant, certains d'entre eux commençaient à comprendre et à reculer terrifiés, tandis que Musashi s'empressait de massacrer toute âme à portée de ses sabres. Bientôt, ils lancèrent des coups à l'aveuglette, en se blessant le plus souvent les uns les autres. La plupart du temps, Musashi n'était pas vraiment conscient de ce qu'il faisait. Il se trouvait dans une espèce de transe, un rêve meurtrier où son corps et son âme se concentraient dans son sabre, long de plus d'1 mètre. Inconsciemment, toute son expérience vitale, les connaissances que son père lui avait inculquées à coups de bâton, ce qu'il avait appris à Shikagara, les leçons que lui avaient enseignées les montagnes et les arbres, tout cela entra en jeu dans les rapides mouvements de son corps. Il devint un tourbillon désincarné qui fauchait la troupe du clan Yoshioka, dont l'ahurissement faisait une proie facile. Pendant la courte durée du combat, le prêtre amené par Matashishiro compta le nombre de ses inspirations et de ses expirations. Tout fut terminé avant qu'il eût respiré 20 fois. Musashi était trempé du sang de ses victimes. La terre, l'herbe, l'air même était ensanglanté. L'un des élèves, terrorisé, poussa un cri strident, sonnant la retraite pour les survivants qui s'enfuirent en tous sens. Ayant établi sa suprématie en décimant le clan de guerriers le plus respecté du pays, Musashi retourna à Kyoto. En quelques jours, il avait renversé une école d'escrime qui régnait depuis plus d'1 siècle. Pourtant, il le savait, il avait encore beaucoup de choses à apprendre pour devenir le plus grand guerrier du pays. De Kyoto, il se rendit au temple de Nara. Il y trouva une lignée de moines guerriers experts en Nozo-in-ryu, l'art de combattre à la lance. Le maître du temple était fasciné par la capacité de Musashi à se battre avec ses 2 sabres à la fois. Soucieux de tester son meilleur élève contre le nouveau venu, il décida d'arranger 2 affrontements avec un moine nommé Okuzo-in. Jamais le lancier ne put l'emporter sur Musashi. Partant de Nara, Musashi se rendit à Edo, une ville grouillante d'épéistes accomplis, dont beaucoup avaient forgé leur talent sur le champ de bataille. Musashi décida de s'y établir et d'y ouvrir son propre dojo. La nouvelle se répandit rapidement et grâce à son style unique de combat à 2 sabres, il fut bientôt inondé d'étudiants. La renommée du dojo de Musashi s'étendit jusqu'au château d'Edo et au shogun lui-même, qui, impressionné, décida de l'inviter à enseigner là-bas. Un grand honneur pour tout épéiste. Mais Musashi, fidèle à son tempérament de feu, s'accorda le luxe de refuser, n'aimant pas la politique conduite par le shogun. Après avoir enseigné à Edo pendant 7 ans, il décida de retourner à Kitsuki.
la ville où le vieillissant Muni avait créé son propre dojo et était impatient de le transmettre à son fils. Son voyage de retour l'amena sur la petite île de Funashima, dans le détroit de Shimonoseki, où il décida de faire une halte pendant quelques jours. Mais lorsque vous êtes réputé comme étant la plus fine lame du Japon, le repos est difficile à trouver. Musashi reçut une nouvelle demande de duel. Une demande particulièrement sérieuse puisqu'elle venait de Sasaki Kojiro, un guerrier à la renommée impressionnante, surnommé le démon des provinces occidentales. Il était un maître de Nodashi, la grande épée japonaise. Le duel fut fixé pour l'après-midi même, sur la plage. À l'heure dite, Kojiro attendait entouré de tous ses élèves et clients, armé de sa longue épée et vêtu d'une resplendissante armure. Musashi, lui, comme à l'accoutumée, arriva en retard et vêtu négligemment. Quand il vit les dimensions impressionnantes de l'arme de son adversaire, il se saisit d'une rame posée dans une barquette de pêcheur et entreprit d'y tailler un sabre en bois de grande taille. Quand il eut fini, il épousseta les copeaux de son habit et se mit en position. Grâce à l'extraordinaire allonge que lui offrait son arme de fortune et au savoir emmagasiné chez les moines de Nara, il ne fallut qu'un coup à Musashi pour se débarrasser de son adversaire. Une simple estoque puissante en plein milieu du front. À partir de là commença sa longue série de duels à travers le Japon. L'un des plus célèbres se déroulera quelques semaines plus tard. Alors que Musashi continue sa route vers le dojo de son père, il est défié par Nagatsune Hashiemon, un maître lancier. Après une longue discussion, les deux duellistes décident de s'affronter sur un terrain neutre, une partie de jeu de go, opposant Musashi et le fils de Nagatsune. Soudainement, alors que la partie bat son plein et que les deux opposants sont en pleine réflexion, Musashi crie « N'essaie même pas !» laissant son jeune adversaire stupéfait. Il s'avère que Nagatsune était dans une pièce à côté, prêt à attaquer son invité avec sa lance au travers d'un mur en papier. Face à cette réaction, il s'avoua vaincu et ne tenta plus rien contre Musashi. En prime, Musashi gagna la partie de jeu de go. Musashi a maintenant terminé son voyage et a posé ses valises à Kitsuki, où il a commencé à enseigner au dojo de son père. Pendant 3 ans, il va vivre et travailler dans le petit village balnéaire sans que sa relation avec Muni ne s'améliore, le vieil homme critiquant les capacités martiales de son fils à chaque occasion. Quand il mourut à l'âge de 85 ans, Musashi fut plus soulagé qu'attristé. Peu de temps après le décès de son père, Musashi reçut une lettre d'un de ses anciens élèves, Mizonu Katsunari. La guerre avait éclaté entre les grands clans des Tokugawa et des Toyotomi. Katsunari était sur le point de prendre part au siège du côté des Tokugawa, avec son fils aîné, qui n'avait que 16 ans. Katsunari a demandé à Musashi de faire partie d'une escorte spéciale de 10 guerriers à cheval, protégeant son fils. Musashi, alors âgé de 30 ans, y voit une opportunité de replonger dans le feu de l'action. S'ensuivront plus de 20 années de guerre. Le maître épéiste passa de seigneur en seigneur au gré de ses affinités et des opportunités de parfaire ses techniques de combat. Il finira même sa carrière à la tête de plus de 8000 hommes. Mais après des années de conflit, Musashi, alors âgé de plus de 50 ans, ressentit le besoin de ranger ses armes. Alors, lorsqu'il fut approché pour occuper un poste dans la maison du daimyo de l'un des plus grands fiefs du pays, Hosokawa Tadatoshi, il n'hésita pas. Tadatoshi voulait que Musashi s'installe à Kumamoto et instruise ses assistants dans le style de combat à 2 épées. Entre ses cours, Masashi passe tout son temps libre dans les montagnes d'Iwato. Là, il médite et fait le point sur ses longues années passées sabre à la main. À force d'arpenter le domaine, il trouve une grotte qui lui offre une solitude parfaite. C'est ici qu'il commence à mettre ses pensées sur papier. Au début du printemps 1645, il termina la première ébauche du travail qui le rendrait immortel à travers les âges. Le Gorin no Sho, le livre des 5 anneaux. Le livre avait pris 5 saisons à compléter, chacun en voyant l'achèvement d'un long rouleau. Le rouleau de la terre, du feu, de l'eau, du vent et du ciel. Peu de temps après l'achèvement de son travail, la santé de Musashi se détériora soudainement, comme s'il y avait insufflé toute l'énergie qui lui restait. Au bout d'1 mois, il n'était plus capable d'enseigner.
il se retira chez lui, en dehors des murs du château. Quelques jours plus tard, sentant sa vie s'évanouir, il demanda à être amené dans son refuge de pierre au creux de la montagne, appela son principal mandataire et lui tendit le Gorin no Sho. Après avoir transmis son héritage, le maître épéiste ferme les yeux et laisse la vie s'écouler hors de son corps. Nous sommes le 13 juin 1645, le plus grand épéiste de l'histoire du Japon vient de mourir. Peu de temps après le décès de Musashi, un mémorial de pierre connu sous le nom de Moon Musashi a été érigé non loin de son domicile, à Kaido. Des siècles plus tard, les passants descendront encore de leurs chevaux pour rendre hommage à celui qui a révolutionné le combat au sabre.